Bonjour à tous et merci de votre présence. Bienvenue au deuxième déjeuner philo de cette passionnante et riche semaine. Le déjeuner philo d'aujourd'hui s'intègre dans la thématique d'aujourd'hui qui est dédiée à l'éducation, mais pourrait également s'intégrer à celle de demain qui est dédiée au care, aux soins. L'échange sera animé par Laurence Joseph et se fera à partir de votre ouvrage, professeur Florence Askenazy, donc votre ouvrage « Le psychotrauma de l'enfant, comprendre et soigner ». Professeur, vous êtes pédopsychiatre et professeur de pédopsychiatrie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes chef du département de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital Lenval à Nice et également responsable du centre d'évaluation pédiatrique du psychotrauma. Lors de la triste et terrible nuit du 14 juillet 2016, vous avez, avec vos équipes, vécu l'urgence et accueilli de très nombreuses victimes pédiatriques, mais également adultes, du fait de la localisation de l'hôpital Lenval, situé à 200 mètres du lieu de l'attentat. Les jours qui ont suivi, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Et par la suite, et je pense que c'est la première fois, mais je crois que vous allez en parler tout à l'heure, la première fois qu'un tel lieu a été créé après un attentat, le Centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme, dont vous avez la responsabilité depuis 2018, a été créé. Ce centre est dédié au psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent et malheureusement a depuis été souvent sollicité. Riche de vos expériences, vous avez écrit cet ouvrage, Le psychotrauma de l'enfant, comprendre et soigner. Votre ouvrage est édité chez First Edition dans la collection dirigée par Marcel Ruffo, lequel écrit que votre texte est majeur et inédit. En effet, votre livre fait le point sur les études du psychotrauma dans le monde entier, décrit les symptômes et le développement des troubles observés et apporte des réponses thérapeutiques. Comme je l'ai dit, l'échange sera animé par Laurence Joseph. Laurence, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne attachée à l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous avez également créé et vous dirigez la collection Psychanalyse aux éditions Hermann. En 2021, vous avez écrit un ouvrage, La chute de l'intime, la mélancolisation du discours aux éditions Hermann. Et enfin, vous écrivez également dans la presse, et je peux vous renvoyer à un article paru la semaine dernière dans Libération qui traite effectivement du sujet de l'éducation. Mesdames, merci. Je vous cède la parole et ajoute qu'à l'issue, il y aura une séance de dédicace pour les personnes qui le souhaitent. Merci. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux présents autour du professeur Askenazy de Florence. Quelques mots avant de lui poser évidemment plusieurs questions pour rentrer dans cet ouvrage très riche. Je voudrais rappeler que si on publie un livre sur le psychotrauma, c'est une manière d'entrer dans un espace éthique, c'est-à-dire un espace où on va chercher par l'écriture, par la réponse, par les lieux de soins, on va développer tout ça ensemble, à créer une réponse éthique par rapport à la mise en vulnérabilité, par rapport à la barbarie et par rapport à l'agression des plus faibles et de l'innocence. Donc, je propose qu'on place cette rencontre sur ce sol-là de l'éthique et de la réponse du côté du soin. Ma première question, Florence, c'est de savoir qu'est-ce que permet le fait d'être à la fois pédopsychiatre et psychanalyste dans votre activité. Pour ceux qui nous écoutent, psychologues, pédopsychiatres, psychanalystes, ce n'est pas toujours des choses très définies. Et j'aimerais que vous puissiez nous parler de cela, de ce lien entre les deux. Merci beaucoup, Laurence. Merci aux organisateurs, Charlotte, Robert Maggiori, de m'avoir invité aujourd'hui pour être avec vous. Je suis vraiment très, très contente d'être ici et ravie de voir que beaucoup de professionnels et de monégasques, de citoyens monégasques s'intéressent à la problématique du psychotrauma chez l'enfant, dont nous allons discuter aujourd'hui de façon très ouverte. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on va échanger avec Laurence Joseph. N'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, de façon à ce que nous ayons un débat le plus vivant possible. Je pense que c'est la façon la plus agréable de procéder. Alors, la première question, ce n'est pas une question facile. Hein. Non.
Il me faudrait toute la journée. Je sais. Et un deuxième ouvrage pour y répondre. On l'attend. Je vais essayer de trouver le temps pour le faire surtout. Mais bon. C'est une question qui est importante pour les professionnels, c'est-à-dire que, comme vous le savez, la psychanalyse, il faut le dire, est extrêmement attaquée dans notre société aujourd'hui pour différentes raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'elle est défensive. C'est-à-dire que la psychanalyse va quand même soulever des questionnements qui ne sont pas toujours très plaisants. Mais je crois en quelque chose. Il se trouve que, bon, je ne vais pas trop parler de moi, mais j'ai une formation qui est double, qui est à la fois psychanalytique et à la fois en neurosciences. Ce qui, aujourd'hui, malheureusement, s'est un peu perdu dans notre discipline. Des gens choisissant l'une ou l'autre et affrontant l'une contre l'autre. Or, c'est du débat et de la réflexion commune que va pouvoir naître une pensée qui permet de saisir le psychisme humain et ce qui se passe. Donc, et pour rester sur le terrain, puisque je suis quand même aussi une femme de terrain, j'utilise tous les jours la psychanalyse et ou les neurosciences dans ma façon de penser le patient, dans ma façon d'enseigner avec les étudiants. La formation analytique, je ne peux pas la simplifier en 3 mots, mais disons que c'est tenter de comprendre ce qui, de l'inconscient, va venir teinter l'histoire du patient ou ses symptômes. Y trouver du sens parfois, parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, on ne trouve pas toujours une signification à ce que le patient donne comme symptômes. Et les neurosciences, de notre côté, vont apporter une compréhension d'un autre niveau sur lequel nous allons pouvoir aussi intervenir. Parce que qu'est-ce qui va compter, c'est quelle réponse thérapeutique nous allons proposer aux patients. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais n'hésitez pas à me poser une question là-dessus. Ce que vous mettez en valeur là, Florence, justement, c'est ce double lien. Quand on est face à un symptôme d'un patient, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, c'est-à-dire d'un point de vue phénoménologique, comment se présente le patient, qu'est-ce qu'il dit, et comment la psychanalyse aussi va nous permettre de relier notre observation à des concepts qui peuvent justement nous brancher sur toute une arborescence, en fait, dans notre réflexion de clinicien. Alors justement, puisqu'on est, et c'est une très bonne chose, sur le terrain de la clinique, j'aimerais que vous puissiez nous dire, puisqu'on va y passer le déjeuner, mais qu'est-ce que le psychotrauma ? Voilà, à quoi ce mot renvoie, son histoire dans la psychiatrie et le psychotrauma de l'enfant ? Parce qu'il n'a pas eu ses lettres de noblesse tout de suite. La spécificité de l'enfance dans le psychotrauma a mis du temps à être acquis, et ça, je crois que vous pouvez nous l'expliquer. Alors, c'est certainement pas pour rien. Ça a mis tellement de temps à être acquis, et ça ne l'est toujours pas, en tous les cas dans notre pays. L'histoire du trauma, eh bien, pour revenir à la question précédente, revenons au départ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et pour ceux que ça intéresse, je renvoie à un livre qui est pas mal fait, je crois aux éditions Masson, de Nicole Kathleen, sur l'histoire de la pédopsychiatrie en France. La pédopsychiatrie, elle s'est fondée en France, pas en Grande-Bretagne, mais en France, elle s'est fondée sur, d'un côté, alors ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité, la défectologie, et de l'autre côté, la délinquance. Et à partir de ça, le traumatisme, d'une certaine façon, n'a pas été entendu. Il s'agissait de comprendre les enfants, soit parce que ça tirait du côté du handicap, soit parce que ça tirait du côté des conduites antisociales. Alors, par ailleurs, les Britanniques, je pense surtout à Anna Freud Center, un peu moins la Tavistock à Londres. Vous savez qu'il y a 2 grandes institutions, plus le Mosley, où siégeaient les psychanalystes qui avaient fui l'Europe centrale, y compris la France, en raison de la Seconde Guerre mondiale, ont développé quand même toute une thématique autour du trauma. Donc, parce qu'ils ont été... il y a 2 grands psychanalystes, et pédopsychiatres et pédiatres, un qui s'appelle Winnicott, qui était pédiatre, et l'autre qui s'appelle John Bowlby, qui était pédopsychiatre, qui ont été tous les 2 envoyés comme experts par le gouvernement britannique pour étudier les enfants
qui étaient séparés de leurs parents pendant le Blitz, les bombardements sur Londres. Et c'est à partir de là, on peut dire, c'est la naissance de la clinique du psychotrauma pédiatrique ou du traumatisme pédiatrique et de sa compréhension. Alors, il y a des textes qui sont passionnants là-dessus. Alors, pendant qu'en France, on s'en préoccupait très, très peu. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de difficultés à parler aussi des traumatismes de l'intime. Là, je vous parle des traumatismes collectifs. Il y a aussi la problématique du traumatisme de l'intime chez l'enfant. Là, il a fallu attendre de très nombreuses années en France pour que la parole se libère autour de tout cela. Bon, ça, c'est une époque qui a quand même beaucoup marqué la pédopsychiatrie britannique et puis qui a commencé à infiltrer la psychiatrie et la pédopsychiatrie française, mais des années plus tard. Alors je le dis parce que je connais très très bien les Britanniques avec qui je travaille régulièrement, donc c'est un sujet qui est vraiment important à réfléchir. Par ailleurs, l'histoire du psychotrauma pédiatrique, après, elle a continué et elle est née... Je raconte, hein. Je raconte, si ça vous intéresse, je vous raconte un peu l'histoire. Elle est née aux États-Unis à partir d'un psychiatre qui n'était pas du tout un pédopsychiatre et qui s'appelait Eleanor Terr. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Sur la côte ouest américaine, à la suite d'une catastrophe. Hein, le bus. Voilà, c'est peut-être intéressant de raconter l'histoire du bus. Alors, c'est intéressant, l'histoire du bus de Chowchilla. C'est comme ce que nous venons de vivre en France, enfin, bon, bien qu'on ne puisse pas trop s'exprimer sur ce qui s'est passé, mais c'est un malade mental qui a détourné un bus scolaire avec des enfants aussi bien petits que plus âgés. Bon, vous savez, les bus scolaires, les bus orange américains, et qu'il l'a caché dans une grotte pendant plusieurs jours. Il a enfermé les enfants, et les enfants ont réussi à s'échapper, à s'évader, et puis là, il y a un psychiatre, une femme donc, qui s'est intéressée à tous ces enfants et a écrit des premières publications que l'on trouve, hein, on les trouve en ligne sur Internet. Hein, si vous cherchez Eleanor Terr, vous trouverez. Bon, c'est un Américain. Ça n'a pas été traduit en français, mais c'est vraiment passionnant, où elle décrit toute la clinique de ce que ces enfants ont vécu. Et c'est là qu'a commencé vraiment un mouvement de la pédopsychiatrie pour s'intéresser aux conséquences du traumatisme, puis du psychotrauma, parce que premier coup, vous avez un traumatisme, hein, vous allez être percuté par quelque chose, et puis après, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre d'entre nous, et on est tous, pareil, tous égaux hein, face au traumatisme, hein, d'une certaine façon, enfin plus ou moins. On va tous ressentir le traumatisme. Certains, on ne sait pas exactement pour quelle raison, on va avoir un psychotrauma, et après, peut-être on aura des troubles. Hein. Donc c'est quelque chose qui va s'engager dans une certaine temporalité. Il faut bien le comprendre comme ça c'est vraiment important. Donc elle a décrit pour la première fois la clinique d'enfants qui étaient impactés par un traumatisme. Ce qui s'est appelé ensuite le trauma de type 1. C'est elle qui a créé cette classification, Eleanor Terr, qui est vraiment aujourd'hui toujours transmise, qui est un repère pour les cliniciens, à savoir le trauma de type 1, c'est-à-dire la mauvaise rencontre, oui. Le choc, comme voilà, on entend dans le trauma, c'est l'étymologie, le choc, la blessure, et le trauma de type 2, mais je sais que vous allez continuer à en parler, le trauma de type 2 qui représente un trauma qui va se répéter dans le temps et qui va avoir d'autres, qui peut recouvrir une symptomatologie différente. Oui, voilà. Alors pour les enseignants, c'est très intéressant. On ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. Le trauma de type 2, aujourd'hui, en France, ça s'appelle le trauma complexe. C'est très travaillé parce que beaucoup d'enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance souffrent de ce type de traumatisme, trauma de type 2, c'est-à-dire des à-coups traumatiques répétés, aussi bien dans la vie familiale, dans leur intimité et dans la vie collective. Donc là, c'est une clinique qui est différente de ce qui s'appelle le trauma de type 1, c'est-à-dire l'événement du 14 juillet. Seulement, aujourd'hui, notre société se complexifie puisque un trauma de type 1, et on a vu beaucoup de patients comme cela, risque de rencontrer, on va en discuter, hein, d'autres traumas de type 1 qui finalement, donc on a des traumas complexes qui commencent à s'organiser sur des traumatismes. Sur le sol de la contingence, en fait, sur celui. C'est quand même une nouveauté. Hein.
Alors, pour faire un pas de plus dans la clinique, je vais vous poser cette question que, à mon avis, beaucoup partagent ici. Qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant victime d'un psychotrauma? Quels vont être les premiers symptômes qui vont apparaître, ou justement ceux en négatif, c'est-à-dire ceux qu'on ne va pas forcément voir lors de la consultation, mais dont on suppose leur existence? Voilà, le visible et l'invisible de la clinique. Alors, tout d'abord, on ne peut pas aborder un enfant petit de la même façon qu'un enfant d'âge moyen et un adolescent. Alors, comme je crois qu'il y a une majorité d'enseignants aujourd'hui, parlez de ce qui va vous intéresser, de ce que vous allez voir, vous. L'enfant, d'abord les enfants sont tous différents. Ils sont tous singuliers, mais il y a des grandes lignes que l'on retrouve et qui vont nous servir de repères. Je dirais que pour certains, ça va passer par des capacités de verbalisation, des inquiétudes, des questions qu'ils vont poser. Finalement, c'est peut-être vers ces enfants-là que nous aurons le moins d'inquiétude, parce qu'ils sont en mesure de dire quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Pour d'autres, on va avoir des expressions plus comportementales. Vous allez avoir des enfants qui vont s'agiter, des enfants qui auront des difficultés à se concentrer, des enfants qui vont avoir leurs résultats scolaires fléchir soudainement dans les suites du traumatisme. Alors ça, nous avons retrouvé, je ne voudrais pas vous dire un chiffre faux, mais entre 40 et 50% de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité dans les suites des enfants qui ont été impactés par le 14 juillet. Ça interroge. Donc ça, les enseignants, vous pouvez être confrontés à des enfants qui présentent ce type de difficultés. Il y a aussi chez le plus petit, les expressions sont beaucoup plus sensorielles. Ça peut être des niveaux des sursauts, mais aussi on peut observer des régressions, ceux qui s'occupent des petits, des enfants qui vont faire pipi à la culotte, des enfants ou au contraire qui vont être extrêmement inhibés, qui vont se replier sur eux-mêmes. Et puis il y a un symptôme dont je parle toujours, ça je parle plutôt plus aux parents, s'il y a des parents, c'est ce qu'on appelle le jeu traumatique. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, j'en parle pas mal dans le livre parce que je l'ai vu. C'est quelque chose qui existe réellement. Et je crois que là, les adultes, nous avons un rôle à jouer. Parce qu'un enfant très sage, on l'oublie parce que nous sommes préoccupés, et d'autant plus que nous sommes dans des périodes traumatiques. Le traumatisme, c'est quelque chose qui va nous envahir. Donc nous-mêmes, adultes, nous allons être préoccupés par autre chose que le petit qui est là. Et ce sont des enfants qui vont répéter toujours le même jeu. C'est très étonnant à voir quand la première fois qu'on le découvre, surtout sur les scènes de traumatisme collectif. Et j'ai vu des enfants petits, qui reprenaient avec des petites figurines en bois la scène traumatique telle qu'elle avait été vécue. Et ce, sur de nombreuses consultations, de façon répétitive. C'est-à-dire ça montre l'envahissement. Alors pour moi, c'est un analogue de ce qu'on appelle les reviviscences. Chez les enfants plus grands, on en parlera, c'est le symptôme clé, c'est le symptôme, c'est le nœud du psychotrauma, enfin du trouble de stress post-traumatique. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est vraiment le symptôme qui n'est pas toujours, et là pour revenir à votre question, qui peut rester invisible. Donc le jeu répétitif chez le petit, c'est un symptôme qui peut être invisible. Et la reviviscence, souvent, elle est invisible. Et je parlais de difficultés attentionnelles. L'enfant qui a des difficultés attentionnelles, c'est parfois parce qu'il a une reviviscence. Et la reviviscence, elle peut advenir à n'importe quel moment. Ce n'est pas contrôlable. Ça peut venir pendant les cours, pendant les moments scolaires. Et ça, de nombreux patients peuvent en parler, c'est-à-dire comment à un moment on peut être parasité par la reviviscence, par la résurgence traumatique, qui peut amener chez les adolescents aussi des choses très violentes comme des moments de dissociation.
Et ça nous amène justement à quelque chose que vous définissez extrêmement bien dans votre livre sur le trouble de stress post-traumatique. C'est une maladie du temps et une maladie de l'événement. Ça, c'est vraiment le démarrage de votre livre. Et je trouve que de se formuler comme maladie du temps et de l'événement, ça permet de déplier la clinique et de se rendre compte qu'il y a des temps visibles, des temps invisibles, des accélérations, des ralentissements. Et voilà, est-ce que vous voulez continuer sur maladie du temps et de l'événement? J'aime beaucoup cette formule. Merci Laurence. Oui, c'est un point important qui aussi rebat les cartes de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, enfin, de la psychologie, de l'approche de l'enfant. C'est la seule maladie, alors c'est un peu ennuyeux, parce que le trouble de stress post-traumatique, c'est considéré comme une maladie psychiatrique. C'est dans le DSM. C'est dans le DSM, considéré comme une maladie psychiatrique. C'est un débat. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en psychiatrie, c'est la seule maladie qui est liée à un événement extérieur de l'environnement. C'est-à-dire un événement qui n'est pas à l'intérieur de vous, qui n'est pas biologique, qui n'est pas génétique, qui n'est pas lié à votre histoire personnelle, provoque une maladie psychiatrique. Donc ça rebat les cartes, ça remet en jeu d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il ne faut pas considérer le trouble de stress post-traumatique comme le seul noyau. Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres expressions psychiatriques chez l'enfant dans la suite de l'événement. Donc ça pose des questions quand même très importantes sur la compréhension de cette discipline et de l'abord de l'enfant à travers le traumatisme dans sa réalité. Alors pour continuer sur l'approche clinique du psychotrauma de l'enfant, on entend beaucoup psy depuis le début, psychotrauma, psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre. Mais j'aimerais, et vous le faites très bien dans le livre, c'est longuement développé, que vous puissiez nous parler des expressions somatiques, c'est-à-dire de comment le corps souffre dans le psychotrauma, comment il peut souffrir, qu'est-ce qu'on peut observer dans la clinique, dans le corps, qu'il ne faut vraiment pas oublier. Alors, vous allez me permettre de ne pas être sage. Oui, bien sûr. Je vais commencer par répondre sur la question sur le corps, bien sûr, parce que le trauma, ce qui est important, quand on va le pratiquer au quotidien, et puis quand on va commencer à réfléchir sur sa pratique, bien sûr, il faut tout le temps aller du terrain à la réflexion, c'est que ça ouvre bien sûr vers le corps, puisque ça, on le sait aujourd'hui, c'est démontré, il y a un lien entre le traumatisme et des manifestations somatiques réelles, des maux de tête, des maux de ventre, voire des maladies constituées comme le diabète. Le diabète de l'enfant peut émerger à la suite d'un traumatisme. Ça, c'est sûr et certain. L'asthme aussi, c'est une question. Bon. Une fois cela étant dit, dans votre question, j'ai entendu autre chose. On parle de psychiatre, on parle de psychologue, on parle de médecin, mais le trauma, c'est aussi une vraie question en France. Est-ce que c'est aussi une affaire du citoyen ? Comment nous nous positionnons dans notre vie quotidienne par rapport aux enfants traumatisés ? D'autant que le nombre, malheureusement, et ça on ne peut plus le contester, explose d'enfants traumatisés. Nous, dans les suites du Covid, on a vu à l'hôpital Lonval, sur les urgences pédiatriques, augmenter de plus de 30% le nombre de passages en pédopsychiatrie, pendant que les passages pour des problèmes somatiques diminuaient de près de la moitié. Donc, on ne peut pas éviter de se poser cette question-là. Justement, vous avez entendu ma transition à venir, justement, par rapport à la question du lieu de soins. Le centre Simone Veil a été bien sûr présenté. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, quand un enfant arrive au centre Simone Veil, si on se met à sa hauteur d'enfant, voilà, qui il voit, comment ça se passe, son parcours de soins, qui l'accueille pour sa psyché et pour son corps. Voilà, faisons ce parcours avec lui. Alors, faisons le parcours. L'enfant arrive. Alors, ce que j'ai appris au fil des années, une des personnes les plus importantes dans une équipe, eh bien, c'est la personne qui va accueillir, la secrétaire, la personne d'accueil. On a un monsieur qui est d'ailleurs pas de formation, c'est pas un secrétaire, qui fait l'accueil. Et il faut qu'il soit formé. Bien sûr, ça, c'est très important, qu'il y ait un accueil chaleureux. La médecine n'a pas toujours été chaleureuse avec ses patients, quand même
le souligner. Donc il y a un accueil approprié, ni trop, ni pas assez, bien entendu. Donc ça, c'est le premier temps. On a une salle d'attente ratée, malheureusement, toute petite, mais bon, on va essayer d'en faire quelque chose d'un peu sympathique. Et puis on a mis en place une salle nouvelle technologie avec, bon, ça je vous expliquerai, avec un inner garden, un système en 3D de relaxation qui permet, si les enfants sont très angoissés, ou les parents, hein, parce que c'est quand même très inquiétant de venir à une consultation. Faut oublier qu'est-ce que ça représente pour un enfant de venir à l'hôpital. Est-ce que c'était le lieu le plus adapté? Mais ça s'est construit ainsi. Hein. Consulter dans les suites d'un trauma, ça représente quelque chose. Je dis toujours à mes équipes, imaginez ce que ressentent les gens d'être là. Donc, on a mis en place ça c'est le premier moment. Et puis après, bon, ils vont être reçus, mais comme partout. Hein, Alors, moi, je tiens beaucoup aux équipes pluridisciplinaires. Donc, ça, c'est la pédopsie est fondée là-dessus. C'est pas encore suffisant. Il faudrait même aller sur encore plus de pluridisciplinarité. Mais ça peut être un psychologue, un psychomotricien, un médecin. Donc, après un premier temps de rencontre, c'est toujours aux gens, venez, on va faire connaissance. Hein. On va faire connaissance. Et ensuite, alors, de façon plus systématisée, ça a été, je peux vous le dire, très critiqué. On pourra en débattre, ce que j'ai voulu mettre en place. Les enfants, on les rencontre et après, il y a une autre équipe qui va faire des évaluations systématiques. Donc, vous le verrez, pour ceux qui liront le livre, j'explique pour quelles raisons et comment il faut utiliser. Je fais une parenthèse. La psychiatrie américaine adulte et même pédiatrique aujourd'hui, malheureusement, n'utilise plus que questionnaire médicaments ou plutôt TCC, parce que les guidelines, c'est questionnaire, TCC, et si, vous savez ce que c'est TCC, thérapie cognitivo-comportementale, et si besoin, médicaments associés. Alors nous, on ne fonctionne pas comme ça, on l'a adapté à la française, c'est-à-dire qu'on a maillé le regard évaluateur et le regard subjectif pour essayer d'avoir une idée la plus juste possible des difficultés de l'enfant et qu'est-ce qu'on va lui proposer. Après, moi, je dis toujours quelque chose que j'ai appliqué à Winnicott, que vous pouvez retrouver dans la consultation thérapeutique. Ça, je vous invite à lire ce livre. Il est vraiment aisé de lecture. Un enfant n'a pas vocation à consulter à l'hôpital ou à venir voir un pédopsychiatre. Ça, je dis toujours, il vient 2-3 fois, et puis après, il repart chez lui si ce n'est pas nécessaire. Mais malheureusement, il y a un nombre d'enfants pour lesquels on va être extrêmement utile. Et là, eh bien, nous avons des réunions de concertation tous ensemble, en fonction des symptômes, pour indiquer les différents types de thérapies. Et ça, c'est très intégratif. Hein, mon équipe, pas toutes, parce qu'on n'a pas quand même suffisamment de moyens, hein, mais la plupart des thérapies validées chez l'enfant pour le trauma sont représentées dans le centre. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'EMDR, vous savez, Eye Movement... je ne me souviens plus, le DR, bon, c'est pas grave, qui est une thérapie qui a montré son efficacité chez l'adulte, pas encore chez l'enfant. En fait, c'est vraiment des thérapies qui marchent bien dans l'induction de quelque chose. Après, sur le temps plus long, c'est discutable. Il y a des thérapies cognitivo-comportementales, il y a des thérapies plutôt d'orientation psychodynamique, et il y a des thérapies de groupe. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous expliquer comment on les indique, pour qui. La thérapie de groupe, ça marche très très bien chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le tout petit aussi. On a fait des thérapies sensorielles chez le petit enfant. Dans le cas du trauma, c'est bien. On a aussi les parents. Hein, donc, ça, il ne faut jamais oublier les parents. On peut leur proposer des entretiens ou des groupes. Hein. Le groupe parents, c'est moi qui l'anime. Ils ont besoin d'être soutenus. Je vais m'arrêter après parce que c'est trop long. Oui, non, mais c'est que c'est tellement complexe. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'on comprend en vous écoutant à quel point la question de l'hospitalité, elle se complexifie quand on parle du psychotrauma d'un enfant, et que comme clinicien, on est là face à cette complexité et on essaye de rendre vivant tous les points en élargissant au maximum notre palette conceptuelle.
Alors, j'ai une question où on va passer à une clinique, on va dire, on a parlé des États-Unis, il y a certains pays, le Japon par exemple, qui sont très très précurseurs dans l'approche du psychotrauma. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, puisque vous l'avez dit, qu'on est dans une époque malheureusement où le psychotrauma voilà, surgit autrement, on va dire, parce qu'on ne va pas nier la violence des époques passées. Comment ça se passe, l'accès aux soins et les politiques justement qui sont mises en place par rapport au lieu du post-traumatique. Voilà, qu'on ait une échelle un peu à l'échelle de la France. À l'échelle de la France, oui. De l'Europe, parce qu'après, on peut parler du Japon. J'ai un chercheur qui revient du Japon, où il a eu un accueil absolument formidable. Et effectivement, les Japonais et l'Europe du Nord travaillent beaucoup. La Norvège. Et de façon très étonnante, la Finlande aussi, sur la guerre en Ukraine, c'est pas tendu, alors que nous, bon, ça c'est une autre question. En Europe, en France, faisons ça. En France, la structuration du parc, de l'accès aux soins, mais pour les adultes, au psychotrauma, elle est assez récente. Elle date d'abord de l'attentat du RERB, à Saint-Michel. On pourra parler de Louis Kroc comme figure. Et donc avec Louis Kroc, Emmanuelli et le président Chirac et Françoise Urudetsky a été mis en place ce qu'on appelait les cellules d'urgence médico-psychologiques. Et ça, c'est unique en France. Il n'y a aucun pays au monde qui a ce type d'organisation, qui fait débat. Il faut savoir qu'elle fait débat dans le monde, parce qu'elle n'est pas validée, parce que puis il y a aussi des jalousies. La particularité des cellules d'urgence médico-psychologiques, c'est qu'elles sont gérées par la santé, des médecins, des psychologues, des infirmiers, tous volontaires, pas bénévoles, je vais préciser, volontaires, qui vont donc être déclenchés par la préfecture lorsqu'il y a une catastrophe, mais ça peut être aussi un père qui a été assassiné devant une école, enfin des choses comme ça. Les cellules d'urgence médico-psychologique sont déclenchées et se déploient sous l'égide du SAMU sur le site du traumatisme sur une durée qui ne doit pas excéder 15 jours. C'est rarissime. À Nice, ça a duré 15 jours. C'est peut-être une des CUP les plus longues qui a été mise en place en France. Et puis, il n'y avait rien pour le temps plus long ou même à moyen terme. C'est-à-dire qu'après, c'était soit le tissu libéral, soit le tissu de l'organisation de la psychiatrie publique qui prenait le relais. Ce qui était quand même une vraie question. Depuis les attentats malheureux de 2015 à Paris, 2016 à Nice, il y a eu une vraie volonté politique en France, puisqu'il y avait à l'époque un secrétariat d'État à l'aide aux victimes qui a disparu, maintenant c'est une délégation interministérielle, mis en place une structuration avec des centres psychotrauma. Donc il y a, je crois, 15 centres régionaux psychotrauma en France, dont moi je dirige celui de PACA Corse. Et il y en a à peu près un par région, et un centre à Lille de recherche qui chapeaute un petit peu l'ensemble des centres régionaux. Mais bon, ça c'est pour que vous sachiez comment ça se passe. La problématique de l'accès aux soins dans le trauma pour l'enfant, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'enfant, malheureusement, ne peut pas accéder par lui-même aux soins pour le psychotrauma. Il va devoir passer par ses parents ou par vous. Là, vous avez un rôle très très important pour pouvoir aller vers les professionnels de santé. Et ça, c'est une question qui est non résolue à ce jour, bien entendu. Donc, il dépend de nous, adultes. Et puis, il reste encore des tabous qui ne sont pas complètement levés, qui font que il n'est pas conduit vers les soins, où les signes invisibles sont encore difficiles à repérer ou mal connus des professionnels de l'enfance. Je vois le temps, je me dis que dans 10 minutes, même pas, j'ai une dernière question qui me tient beaucoup à cœur.
à vous poser, Florence, autour d'un concept qui est celui de la vicariance, que vous allez nous expliquer, et qui pour moi fait le lien entre ce qu'on peut vivre comme clinicien et comme sujet. Voilà, c'est bien aussi de laisser 5 minutes pour la question du soignant. C'est une question qu'on nous pose souvent comme clinicien. Comment vous faites? Comment tu fais pour entendre ça toute la journée, signaler des violences, traiter les violences, organiser des lieux de soins? Et après, comment soi on fait? Et ce concept de vicariance est peut-être, je crois, pas assez connu et permet de penser l'individuel et le collectif. Voilà. Alors, il est valable pour les professionnels de la santé mentale, mais aussi pour tous les professionnels qui vont se confronter au traumatisme, les professionnels de première ligne, dont il faut vraiment prendre soin. Vous, les enseignants, mais aussi les professionnels des crèches, voilà, tous les gens qui, en contact avec l'enfant, seront aussi malheureusement en contact avec leur traumatisme. La vicariance, c'est très simple, c'est un concept qui a été élaboré par 2 psychologues, 2 dames américaines. Leur premier papier, en, je crois, 1978 de mémoire, où elles ont décrit cette clinique, c'est-à-dire que lorsque vous écoutez toute la journée, alors là, ça touche quand même beaucoup plus le professionnel de santé mentale, mais moi, je pense que ça va au-delà. Toute la journée des histoires traumatiques, vous allez vous-même ressentir les reviviscences. C'est-à-dire que si vous voyez toute la journée, alors que vous ne l'avez pas vécu, je veux dire, le traumatisme du 14 juillet ou les attentats, enfin un autre, hein, les gens vous racontent la scène, parce que bon, il ne faut pas toujours faire verbaliser la scène, mais les gens quand même ont besoin de la verbaliser, donc vous allez l'entendre. Eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez avoir, c'est vraiment un phénomène très particulier, une reviviscence, c'est-à-dire que vous-même, vous allez voir le film de ce qui s'est passé alors que vous n'y étiez pas. C'est-à-dire que vos patients vous l'ont transmis. Là, il y a un risque de symptômes pour les professionnels, il faut les soigner. Donc, ce qui est préconisé, c'est que les professionnels de santé ne travaillent pas en contact du trauma à temps plein, jamais. Pour les CUMP, c'est 48 heures. Hein, les équipes doivent tourner au bout de 48 heures. Et pour nous, sur le plus long terme, il vaut mieux avoir des professionnels qui sont à mi-temps. Mais ça, j'ai une très grande difficulté très avec ça dans mon équipe. Hein. Oui. C'est très compliqué. Et une bonne façon pour revenir au début, à la psychanalyse, et voilà en quoi elle est extrêmement utile, c'est qu'un psychanalyste qui a l'écoute des difficultés, qui vient de l'extérieur, va pouvoir venir... Ça peut être à l'école, ça peut être partout, hein, pour travailler avec les professionnels qui puissent exprimer leurs émotions, leurs ressentis par rapport à leurs patients, pour travailler ces questions du risque de traumatisme vicariant, c'est fondamental. S'il n'y a pas d'équipe avec des supervisions, on va avoir des professionnels qui vont craquer, qui vont démissionner. Alors, à l'Enval, bon, ça c'est une notoriété publique, hein, après le 14 juillet... Équipe des urgences, 18 infirmières ont démissionné. 18, c'est-à-dire plus de la moitié de l'équipe. Pourtant, on a fait des séances de débriefing, on a travaillé, mais non-stop pour les soutenir. À un moment, c'est aussi porter l'impensable de l'autre, porter le traumatisme de l'autre. Et donc, il faut au maximum créer de l'écoute, de la parole. Mais parfois, c'est bien aussi peut-être que cette démission, elle permet de prendre un temps de repos et de repartir dans sa vie. On va vous remercier pour ce moment passionnant et je vous invite, si vous le souhaitez, bien évidemment, à pouvoir acquérir l'ouvrage et être dédicacé par le professeur. Merci beaucoup.